les rayons et les ondes vous propose chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Carolles, où va commencer après-demain le festival des Ludions, organisé par une association qui met en avant le travail d'artistes au profit des habitants de Carolles et de toute la région, Granville, etc. Voilà, écoutez, merci. Donc c'est la personne interviewée qui fait le travail. Mais je cherchais la combienième édition, mais je crois que c'est au moins la quatrième. C'est la cinquième édition. Ouais, cinquième édition. Bon, voilà, ça tombe bien parce qu'on a un historien au micro, donc il est précis. Et donc, je remercie pour cette interview le contre-amiral François Guichard, chargé de la fonction histoire au ministère des Armées, pour la Marine. Bonjour François Guichard. Bonjour Sophie. Ou bonjour amiral, peut-être. Non, ce sera plus simple. Vous allez m'appeler François, ce sera nettement plus aisé. Surtout que je vous interviewe aussi pour parler d'art et surtout pour parler de vos livres, puisque vous êtes aussi auteur. Alors, je commence toujours par ma première question, c'est le lien avec le territoire. Alors, je pensais le lien avec la mer, mais je crois que vous avez des liens aussi avec la Manche. Ah oui, j'ai des liens avec la Manche. D'abord parce que quand on est sous-marinier comme moi, on vient régulièrement à Cherbourg où il y a l'école atomique, et puis moi j'ai été aussi en charge de la construction du programme Barracuda, donc les derniers sous-marins de la marine à Cherbourg il y a moins de 10 ans, donc voilà, et puis je viens assez régulièrement. Et puis dans mes romans, et notamment dans le dernier roman, je parle beaucoup de Cherbourg, de la Manche, d'un arrêt impromptu d'un sous-marin à Saint-Malo, enfin voilà, des histoires fabuleuses. Parce qu'en fait, le monde sous-marin et le territoire de la Manche sont intimement liés depuis très longtemps. Depuis maintenant presque 130 ans. Oui, d'ailleurs, il y a un sous-marin qu'on peut visiter à la Cité de la Mer. À la Cité de la Mer à Cherbourg, oui, on peut visiter le Redoutable, mais on voit aussi toute l'histoire un petit peu du lien entre sous-marin et Manche. Voilà, le premier sous-marin construit à Cherbourg, évidemment, c'était le Morse, et c'était dans les années 1898-99. C'est fin 19e déjà. C'est fin 19e, oui. Et on va parler justement, à propos de 19e, on va parler tout à l'heure de Jules Verne, parce qu'il y a un lien aussi, oui. Vous avez travaillé dessus, et il y a un lien fort aussi. D'abord, pour vous présenter rapidement, vous habitez au bord de la mer. J'habite Rochefort. Oui. Rochefort, en Charente-Maritime, c'est une ancienne cité arsenal de la marine, et aussi le berceau des tout premiers sous-marins. En fait, le tout premier sous-marin de la marine a été construit là-bas, avant qu'on ne les construise dans la Manche et à Cherbourg principalement. Voilà, et donc oui, ça fait 10 ans qu'on habite là-bas. En fait, on a emménagé avec mon épouse dans cette ville après ma carrière embarquée qui a été assez longue. Voilà, moi, je suis un ancien commandant de sous-marin. J'ai commandé le sous-marin nucléaire d'attaque Améthyste et le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Terrible. Voilà, et quand ma carrière embarquée s'est terminée, il y a 10-12 ans, on a décidé d'emménager cette petite ville de province parce qu'on y avait des attaches. Et depuis, on y est très heureux. Et c'est à cette occasion, c'est en emménageant là-bas que j'ai découvert en fait l'histoire de ce tout premier sous-marin qui n'était pas très connu. Et c'est pour ça que je me suis mis à écrire. Donc voilà, vous répondez déjà à une question que je voulais vous poser après. Comment est venue l'écriture? Et comment vous êtes devenu amiral? Et dans les sous-marins, c'était votre première passion ou Non, c'était pas ma première passion. Moi, quand j'étais étudiant, quand j'étais en première, terminale, j'hésitais en fait entre deux grandes passions qui m'animaient. La toute première, c'était l'histoire et l'histoire des arts, principalement. Je rêvais d'aller peut-être à l'école du Louvre. Et la deuxième, c'était le pilotage des avions. Vous voyez, c'est très loin du monde sous-marin pour beaucoup, mais voilà. Donc j'hésitais en fait entre d'un côté l'école du Louvre, de l'autre côté l'école navale. Un petit peu comme Saint-Exupéry. Peut-être. Il y a un petit peu, il y a un petit peu de ça. Et en fait, il s'avérait que j'étais un peu meilleur en sciences
qu'en littérature au début. Et donc, je me suis tourné vers quelque chose peut-être d'un peu plus facile, entre guillemets, c'était de vouloir piloter des avions. Et puis j'ai commencé, donc j'ai réussi, après un peu de travail quand même, j'ai réussi à rentrer à l'école navale, j'ai appris à piloter, mais j'ai surtout découvert la mer. En fait, je connaissais très mal la mer, moi je connaissais la mer vue de la plage, hein, comme beaucoup de Français, voilà, j'allais en vacances au bord de mer, à Saint-Georges-de-Didonne, en Charente-Maritime, et j'avais jamais été en mer. Et cette découverte-là, elle m'a un peu façonné. Et au sein de cette découverte, ce qui m'a le plus façonné, c'est la vie en équipage, voilà, les relations humaines à bord des bateaux. Et il s'avère qu'à CI, je me suis rendu compte que sur un avion, enfin dans un avion, c'était un métier un peu solitaire. Et ça me convenait pas. Et donc je me suis orienté vers les sous-marins, qui sont à la fois très technologiques, hein. Aller sur sous-marin, c'est un peu comme aller dans l'espace, mais avec tout un pan de vie en équipage extrêmement fort, peut-être même le plus fort qui puisse exister. Et donc, je me suis orienté vers les sous-marins. Voilà. Et d'où c'est une démarche, en fait, une orientation progressive. On découvre ce qu'on est vraiment au fur et à mesure du temps. Voilà, on ne naît pas sous-marinier, on découvre qu'on l'a peut-être toujours été sans le savoir. Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, et pour les jeunes, justement, de se dire qu'on s'oriente petit à petit à l'occasion des expériences et en essayant de se connaître soi-même. Exactement, on apprend à se connaître, on apprend à découvrir ce qui nous plaît. Il faut surtout être à l'écoute de soi-même quand on s'oriente. Voilà, c'est ça le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est ça qui vous a attiré vers les sous-marins, alors qu'il y a beaucoup de gens à qui ça ferait peur de se retrouver enfermés dans une boîte. Oui, avec plein de gens. je comprends. Moi, il y a des fois, alors ça peut, voilà, moi j'ai peut-être un petit peu des fois le vertige plus facilement que je suis sensible à la claustrophobie. Voilà. Maintenant, dans la réalité des faits, quand vous êtes dans un bateau aujourd'hui, vous voyez de temps en temps la lumière du jour, mais pas beaucoup non plus, et vous êtes aussi enfermé. Voilà. Donc, et dans le métro, les gens supportent très bien le métro, alors qu'ils se disent claustrophobes. On n'y reste pas des jours, non plus, des semaines. À bord d'un sous-marin, les relations humaines font et la chaleur humaine, fait que c'est beaucoup plus intéressant. Et combien de temps on reste sans sortir Alors, ça dépend. Ma plus longue mission, c'était 74 jours d'affilée. Ma plus longue mission avec un arrêt au milieu, une escale, c'était 110 jours. Voilà. Donc, entre 2 mois et demi, 3 mois, c'est à peu près la durée d'une mission opérationnelle. Alors, je disais tout à l'heure, donc vous avez pu retrouver votre hobby, enfin votre passion de l'histoire aussi, puisque vous êtes le premier amiral chargé de la fonction histoire pour la marine. Alors déjà, est-ce que c'est pas étonnant que vous soyez le premier amiral chargé de l'histoire de la marine ? En fait, avant, il existait un service historique de la marine qui a été constitué et fondé dans les années 20, et la marine s'est toujours intéressée à son histoire, c'est une évidence. En revanche, en effet, dans les années 2000, vous savez, on était plutôt tendance au désarmement, à retirer beaucoup de choses au sein du ministère de la Défense à l'époque, et à essayer de centraliser et faire des économies. Et les premiers endroits où on a fait des économies, évidemment, c'est dans les choses qui nous semblaient à l'époque peut-être moins importantes que les autres. Et donc, on a laissé tomber le service historique de la marine, plutôt. On ne l'a pas laissé tomber, mais on l'a centralisé avec l'ensemble des autres services historiques des autres armées et tout le ministère, pour créer, à partir du service historique de la marine, le service historique de la défense, qui existe encore et qui travaille beaucoup pour le ministère. Le fait est qu'au fur et à mesure, ça c'était dans les années 2000-2005, au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que finalement, le service historique de la défense d'abord a vu sa portion se réduire aussi, et puis on s'est rendu compte qu'il s'était un peu éloigné des besoins de la marine. Et alors il n'est pas question pour la marine aujourd'hui de recréer un service historique, et d'abord elle n'en aurait pas les moyens financiers, et puis construire une filière d'historiens comme ça, c'est compliqué, alors qu'il y a déjà des historiens dans le civil. Et donc l'idée, c'était de créer en fait une fonction histoire,
un représentant, en fait un référent, qui est en lien à la fois avec les opérationnels, mais aussi avec les académiques. Et donc j'ai beaucoup de liens avec les professeurs d'université, les doyens, etc., pour pouvoir utiliser leurs travaux, éventuellement les orienter en fonction de nos besoins et créer ce lien indispensable entre nation et marine. Et donc c'est ça le but de la fonction histoire. Donc on vous appelle aliste, hein, c'est ça? Oui, c'est le résumé de la fonction al pour amiral et ist pour histoire. Voilà. Vous savez d'où ça vient le mot amiral? Non. Le mot amiral vient de l'arabe, de Emir al-Mar, qui signifie seigneur de la mer. Voilà, et donc c'est un joli mot. Et en fait, depuis quand vous êtes aliste? Alors la fonction a été créée l'été dernier, vous voyez, en juillet 24, ouais. C'est tout récent. Préalablement, j'étais commandant de la marine en Nouvelle-Aquitaine et en charge de l'entretien des aéronefs au sein d'une structure qui s'appelle la direction de la maintenance aéronautique. Donc là, j'étais à Bordeaux-Mérignac pendant 2 ans, m'occuper d'avions, donc retour aux sources aussi. Et là, je reviens encore plus loin, je vais m'occuper de l'histoire. Je ne fais pas de recherche moi-même. Oui, moi, je fais des recherches pour moi. Ouais. Moi, je suis plutôt un homme de réseau qui fait travailler d'autres personnes, et en particulier des académiciens, ou me sert de leurs travaux pour enrichir l'histoire de la marine, pour enrichir les opérationnels avec de la culture opérationnelle historique. Voilà, avec tout un tas de volets. Des fichiers, des panneaux d'exposition, des choses. Il y a des colloques qui sont co-organisés, il y a des réunions. En fait, je suis là aussi pour développer la culture historique d'une manière générale de la marine, mais aussi de la France et de son lien avec la marine, d'où les 400 ans de la marine qu'on va fêter en 2026. Alors oui, on va en parler, il y a des projets, vous avez plein de projets. Et alors, pour le grand public, est-ce qu'on peut trouver les travaux dont vous vous occupez, Alors, moi j'écris, je suis par ailleurs, au-delà de ma fonction, je suis écrivain, et pour le grand public, on va trouver ça sous cette forme-là plutôt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt du roman historique ou des choses comme ça. Après, c'est les travaux des thésards normaux qui sont en université, et ceux-là, vous les trouvez sur Percé, sur les presses universitaires, d'éditions qui font des travaux. Oui, donc vos travaux, c'est de rassembler, collecter, orienter, diffuser, aider à la mise en relation entre des opérationnels et des chercheurs. Enfin voilà, donc c'est assez vaste. C'est plutôt un travail de réseau. C'est pas un travail de recherche. Alors on en vient maintenant à l'écriture, donc travail là de recherche pour écrire. Vous avez toujours écrit ou pas? Vous aviez dit que quand vous étiez plus jeune, vous étiez intéressé par la littérature. Oui, j'ai un peu écrit. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Voilà, donc moi je faisais partie de tous ces gens qui écrivent un petit peu, puis on trouvait ça mauvais, et puis on jette, et puis on reprend, et puis voilà. Non, le vrai virus, il est arrivé bien plus tard. Il est arrivé il y a une petite dizaine d'années, il y a 8-9 ans, où par hasard, en fait, en arrivant à Rochefort, on est allé au musée de la Marine. Je suis tombé nez à nez avec la maquette d'un sous-marin dont j'avais jamais entendu parler. Alors, étant un petit peu au courant de l'histoire et étant moi-même sous-marinier, ça m'a un petit peu désarçonné. Et donc, je me suis mis à faire des recherches sur ce sous-marin. Donc ça, j'ai trouvé assez vite pas mal d'informations parce que je n'étais pas trop mauvais en recherche historique, je savais où chercher. Donc ça allait. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans l'aventure qu'ils ont vécue à cette époque-là, c'est les hommes, les femmes, la société rochefortaise à cette époque. Et puis, il y avait toute une vision sur l'innovation. Très intéressante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Une vision extrêmement moderne de ce qu'on pouvait appeler une innovation et qui, en fait, existait déjà dans les années 1850-1860. Et là, on se dit, tiens, c'est intéressant de pouvoir en parler. Donc, je me suis mis à écrire quelques lignes, une centaine de pages, quand même, que j'ai fait lire à un copain et qui m'a dit « Ah, c'est vachement bien ». Et puis, de fil en aiguille, 200, on en fait écrit 400. Et puis, de 400, on les propose à des éditeurs. Alors, au début, évidemment, on n'a pas des réponses positives parce qu'en fait, on ne sait pas
à quelle maison s'adresser. Et puis au bout d'un moment, ça marche. Et puis il y a un éditeur, et puis il y a des salons, et puis il y a le salon du livre de Paris, il y a la foire du livre de Brive, il y a le salon du livre de Concarneau. Vous voyez, on va se rapprocher un petit peu, et puis de fil en aiguille, le roman obtient 2 prix, et puis derrière, on en écrit un deuxième, parce qu'on est piqué par le virus, et puis on prend plaisir à écrire. Voilà. Alors oui, ça reste en lien avec les sous-marins et la mer. Et alors donc le premier, oui, c'est 2022. Alors c'est les éditions, vous parliez d'éditeurs, c'est Locus Solus, et ils sont spécialisés dans la... Non, ils ne sont pas spécialisés. C'est une maison généraliste. Ouais. C'est une petite maison qui se trouve à Châteaulin, en Bretagne, qui certes fait pas mal de livres un peu sur la Bretagne, un peu sur la mer, mais beaucoup aussi sur l'art. Voilà, parce qu'il y a toujours ce versant-là important pour moi. Hein. Le monde artistique, il est extrêmement fort. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis au Ludion aussi. Oui. Mais voilà, donc c'est une maison qui fait vraiment des très très beaux ouvrages. Je conseille à tous les gens d'aller sur le site internet de cette maison. Ils ont un catalogue où ils sortent une 30aine de livres par an. Franchement, c'est du très très beau travail qu'ils font. Et d'ailleurs, ils travaillent beaucoup pour le musée de la Marine, pour les différents musées, ou pour faire connaître le monde de l'art plutôt fin 19e, début 20e. Voilà. Alors j'ai vu un des prix que vous avez reçu, c'est Écume de mer. En plus, c'est joli comme. Oui, c'est un beau titre. C'est le prix de la Fédération nationale du mérite maritime. Voilà. Les gens qui sont vraiment en lien avec la mer. Et donc, alors ça s'appelle Première plongée au pluriel. Et le sous-titre 20 000 nautiques sous la mer. Donc il y a un clin d'œil, enfin plus qu'un clin d'œil pour Jules Verne. Ah oui, il y a un très fort clin d'œil pour Jules Verne. En fait, ce sous-marin qui sert de trame historique au roman est celui qui a inspiré Jules Verne. En fait, le roman de Jules Verne, les gens l'ignorent pour beaucoup, mais il est né d'une rencontre un peu particulière, sans doute, et d'une lettre, en tout cas particulière, que Jules Verne a reçue un jour. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1863, quand ce sous-marin, le premier sous-marin de la marine française fait ses essais, à un moment donné, il est contraint, pour des raisons techniques, d'aller faire une petite escale à La Rochelle. Jusque-là, on essayait de garder l'information de l'existence de cet objet insolite. Donc il a été fabriqué. Ah oui, il a été fabriqué. Il a même fait des essais en plongée. Ouais. Il a plongé jusqu'à 10 mètres d'immersion. Voilà, il avait des petites difficultés de stabilité, mais globalement, il a plutôt bien fonctionné. C'était la première expérience scientifique sous-marine réussie. Parce qu'on dit que Léonard de Vinci, il avait inventé il y a longtemps, mais il n'avait pas les moyens techniques. Non, là, c'était différent. Ça a vraiment été plus loin. Ça a été plus loin. C'était un sous-marin qui faisait 45 mètres de long. C'est quand même très gros, tout en métal riveté. Un sous-marin avec une propulsion extraordinaire. Enfin, je ne vais pas raconter l'histoire ici. Ouais, il faudra lire le livre. Exactement. et donc, ce sous-marin fait ses essais, il est arrêté. Et là, la presse fait un article en 1863 sur ce sous-marin. C'est un article qu'on trouve dans le Courrier de La Rochelle. Voilà. Et il s'avère que parmi les gens qui lisent, les lecteurs ou les lectrices du Courrier de La Rochelle, il y a une femme assez célèbre qui s'appelle Madame George Sand. Et Madame George Sand, elle lit cet article peu de temps après avoir terminé un roman qui lui a beaucoup plu, qui est le premier en fait roman qui fait connaître Jules Verne, qui s'appelait 5 semaines en ballon. Et fort de cette lecture et à la fois de la lecture de cet article, elle va écrire une lettre à Jules Verne, lettre qu'on trouve aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, dans laquelle elle l'invite à écrire un roman qui ferait découvrir le fond des mers. Donc en fait, tu te souviens de George Sand qui lui a proposé le sujet. Oui, ou du sous-marin, je ne sais pas. Voilà. Enfin, vous savez, qui de l'œuf ou de la poule, c'est toujours très compliqué. Toujours est-il que Jules Verne est allé voir son éditeur Hetzel, et Hetzel lui commande le premier roman, dont il n'a pas écrit une seule ligne, mais il n'a pas écrit une ligne, il est déjà payé. Vous voyez, c'est quand même assez fou pour rédiger un roman qui à l'époque devait s'appeler Le Voyage sous les eaux. Ce qui n'est pas un titre extraordinaire en fait, Voyage sous les eaux. C'était moins bon que 20 milieux sous les mers, je pense. Et donc Jules Verne commence à rédiger son fameux
son fameux roman. Mais c'est difficile. le plus célèbre en plus. Oui, mais c'est difficile pour lui. Ouais. C'est difficile parce qu'il lui manque quelque chose de fondamental. L'histoire de 20 milieux sous les mers est assez simple en fait. Par contre, cultiver l'imaginaire, pouvoir décrire, c'est compliqué. C'est compliqué surtout quand personne n'y est allé. Et donc, il va se passer pas mal de temps avant que 20 milieux sous les mers ne sorte. Mais il va se passer surtout quelque chose de fondamental dans la création de ce roman, qui a été commandé en 1864. C'est l'exposition universelle de 1867 à Paris. En 1865, l'empereur Napoléon III commande et demande à ce qu'on réalise une grande exposition universelle à Paris, 2 ans plus tard. Au cours de cette exposition universelle, il veut que la marine, parce que Napoléon III, en fait, c'est un grand défenseur de la marine et un grand promoteur de celle-ci, il demande à ce qu'on présente les plus belles innovations de la marine. Vont être présentées, entre autres, un grand phare qui sera ensuite transféré à Nouméa, mais aussi la maquette de ce sous-marin. Et également le premier scaphandre autonome. Vous savez, l'appareil des pieds lourds qu'on pouvait alimenter avec des pompes, comme dans Tintin. Ouais. Mais déjà à l'époque, on peut se débrancher, parce qu'on a une bouteille d'air comprimée, et rester une dizaine de minutes sous l'eau, indépendant. Mer, Exactement. Et d'ailleurs, cet appareil s'appelle l'appareil de Rouquayrol et Desnérouze. Il est créé à peu près en même temps que ce sous-marin, et il va obtenir le premier prix, cette exposition universelle. Et on sait que Jules Verne va aller à cette exposition universelle. Il va rencontrer à la fois la maquette de ce sous-marin, l'appareil en question, présentés tous les deux sur le stand, sur le pavillon de la marine, puisqu'on va employer les termes un peu plus de l'époque. Et il va rencontrer un certain nombre de gens qui vont l'aider à imaginer. Il va aussi découvrir le premier moteur électrique. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'à l'époque de ce sous-marin, en 1863, le moteur électrique n'existe pas. En 1800, le moteur électrique, il est créé et mis sur les bateaux pour la première fois en 1866 et présenté en 1867 à cette exposition universelle. Ça vient d'être fabriqué, c'est tout récent. Donc Jules Verne va absorber ça. Et puis, alors, le fin du fin, le top du top, c'est le premier aquarium au monde. Le premier aquarium au monde, c'est l'aquarium du Palais de Chaillot. Ah oui. Celui qui existe toujours, c'est le tout premier aquarium au monde et il est construit pour cette exposition universelle. Et donc tout ça, c'est clairement a inspiré Jules Verne. D'ailleurs, on a même un courrier de Jules Verne à son frère où il raconte à quel point l'aquarium, il trouve ça fabuleux. Et en fait, cet aquarium est à l'origine de l'idée de la grande verrière du Nautilus dans le sous-marin. Voilà. C'est dans cette exposition, dans ce site extraordinaire qui est l'aquarium du Palais de Chaillot, qu'est née l'idée de la grande verrière du Nautilus. C'est comme ça qu'on a des magnifiques descriptions des fonds marins. Exactement. Dans Jules Verne. Voilà. Et donc tout ça, moi je trouve que c'est une histoire assez fabuleuse. Connaître la création. Coïncidence de rencontres. Exactement. Ces rencontres sont riches, très riches. Et donc vous nous faites toute l'histoire de ce premier... Voilà, moi je vous raconte l'histoire avant tout ça, avant la rencontre de Jules Verne, voilà, et avec une histoire assez fabuleuse de personnages, des hommes, des femmes qui ont vécu, je pense, une innovation. C'est quand même, c'est extraordinaire. C'est comme aller dans l'espace pour l'époque. C'est du même niveau. C'est extraordinaire, de la science-fiction avant l'heure. Enfin, on parle d'anticipation. Voilà. Et le deuxième roman. Le deuxième en 2024, c'est Premières armes, l'appel du large. Donc c'est la suite un peu. C'est pas vraiment une suite. Ils se lisent indépendamment. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans d'écart. Et en fait, j'ai délibérément choisi cette période des années 1900. Parce qu'on est aussi à une période de rupture technologique, donc encore une période d'innovation. Mais ce qui m'intéressait plus, autant dans le premier, c'était l'innovation et la construction que je voulais mettre un peu en avant. Dans le deuxième, c'est plutôt comment est-ce qu'on constitue une force, la naissance des premiers équipages, la complexité qui en découle, et puis les relations humaines à bord, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'engagement pour des jeunes garçons de cette époque-là, dans une arme qui est celle-ci, qu'est-ce qui les motive, voilà, c'est un peu tout ça. Et donc ça donne un roman qui se passe en effet dans les années 1900, donc plutôt à la fois à Rochefort et à Cherbourg, pour beaucoup, parce que c'était le berceau des sous-marins était là-bas.
Et donc ça donne une aventure avec un peu plus de, on va dire, plus de relations humaines d'équipage. Voilà, Ce qu'on on peut est dire, plus c'est au que cœur des équipages. ouais, c'est romancé quand même en fait. Oui, Vous moi, participez pas à des documentaires, c'est non, vous alors racontez des vies. Enfin, je c'est dirais entre les deux. je dirais que c'est, j'ai peut-être voilà, j'écris peut-être du docu-fiction. Vous voyez ce Ah que oui, je veux ça dire? se fait beaucoup aussi à la télé. Mais Exactement. Et donc ça se faisait peut-être pas beaucoup en littérature, mais ouais. moi c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que mes romans s'appuient sur beaucoup de recherches historiques. Il y a même des documents qui sont insérés à l'intérieur des romans, des images insérées pour que les gens comprennent. Donc en fait il y a quand même un gros fondement historique sur ce que je raconte. Les personnages dont je raconte l'histoire ont tous réellement existé et c'est leur vrai nom. Ah oui, vous rajoutez pas des personnages imaginaires. Alors, ça m'arrive, Peut-être bien un petit sûr. peu, mais secondaires, quoi. Oui, voilà. Mais, et puis, même dans la vie de certains de mes personnages, je transforme leur vie. Je l'interprète complètement. Mais les grands moments de leur vie, que ce soit leur naissance, le lieu où ils habitaient, le nombre de frères et de sœurs, le lieu où ils sont morts, l'âge où ils sont morts. Voilà, j'essaye d'être le plus près possible de ce que j'imagine pouvoir avoir été leur vie. Voilà, donc j'ai une relation intime avec mes personnages, comme beaucoup de romanciers, je pense. Et en vous écoutant, je pense à Xavier Houssin, qui est de Carole, écrivain, et qui écrit beaucoup sur sa famille, et parfois à partir juste d'une maison ou de quelque chose. Et il invente beaucoup parce il lui manquait des éléments. Et il me disait que parfois on lui disait c'est incroyable comment tu as découvert ça. Et en fait, il avait inventé des choses qui étaient apparemment qui s'étaient vraiment passées. Proche de la réalité. Ouais. Oui, je pense que à force d'être très près et de faire beaucoup de recherches sur les personnages, on finit par peut-être trouver des choses qui sont très proches de la réalité. Dans mon premier roman, j'ai été jusqu'à trouver ce que j'imagine, mais je dirais qu'il y a 98% de chances que ce soit le cas, avoir été la médaille de baptême d'une de mes héroïnes. J'ai retrouvé la photo de cette médaille. Ça a été un travail, c'était par hasard, mais quand on retrace sa vie, quand on retrace celle de cette médaille un petit peu particulière, de qui l'a fabriquée, qui est le parrain de cette jeune femme, qui est également d'ailleurs son témoin à son mariage, on sent qu'il y a une relation forcément très proche, très intime. Or, ce monsieur n'a fabriqué qu'une seule médaille de baptême dans toute sa vie, puisqu'il était médailleur, mais c'était plutôt des médailles commémoratives. Et donc on finit par se dire, et se convaincre soi-même qu'il s'agit bien sans preuve irréfutable. C'est toute la différence en fait de démarche entre un historien et un écrivain de romans historiques. C'est-à-dire que l'historien dira c'est fortement probable que ce soit la médaille parce qu'il n'aura pas de preuve irréfutable, il n'y aura pas de double source, etc. Ouais. Le roman va adopter comme étant... le romancier va adopter comme étant la vraie médaille. Après, il doit être en mesure de dire, en fait, je ne suis pas sûr à 100%. C'est le grand débat entre historien et littéraire, entre histoire et littérature. Et moi, je trouve que souvent, on est plus proche, on ressent mieux les choses et on est plus proche de la réalité par la littérature que par des livres d'histoire, de purement historique, quoi. Ouais, je pense qu'en tout cas, on essaye, par le biais de sentiments, d'images, de faire ressentir une part de ce qu'on pense être la réalité. Ce qu'on a plus de mal, en effet, à faire quand on reste uniquement sur les faits. Voilà. Donc mais c'est tout un art, tout ça. Mais c'est d'ailleurs pour ça que l'art est si beau. Il fait passer d'autres choses que les faits bruts. Alors justement, puisque vous parlez d'art en général, ça nous offre la transition et je voulais vous demander pourquoi vous participez au Ludion et je pense qu'il y a un lien proche avec votre famille, votre femme. Oui, c'est ça. Ouais. En effet, on est... alors mon épouse est artiste et c'est elle qui a été invitée au Ludion. C'est pas François Guichard qui était voilà, moi je faisais l'assistant, l'agent artistique, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui j'étais agent et en tant qu'agent, mon épouse elle participait là récemment
à des activités scolaires à Carole avec les petites classes de maternelle et de primaire. Ils ont fait des œuvres ensemble. Elle a une grosse expo. Voilà, Donc elle sera l'Artothèque. Alors, Odile fait quelque chose de très particulier. Elle fait de l'art textile et de la peinture en même temps. C'est-à-dire qu'elle fait de la broderie d'art. Elle brode des tableaux. Et plutôt, elle brode des tissus, des vieux draps qu'elle va chiner, et ensuite elle les monte sur châssis puis les peint. Voilà, ce qui veut dire qu'elle a en fait 2 cordes à son arc. Ah oui, c'est 2 arts qu'elle combine pour donner quelque chose d'assez fabuleux. Et elle a fait ça avec les enfants de l'école. Et elle a hein. essayé de faire ça avec les enfants de l'école, ce qui n'était pas forcément facile, mais ils se sont, où la technique a été un petit peu adaptée, etc. Mais ils se sont bien appropriés un certain nombre de choses et de concepts, et c'était très intéressant. Et là, elle sera exposée Elle sera exposée à l'Artothèque, donc à côté salle. Du camping. Ah non, l'Artothèque, c'est... C'est le bungalow qui se trouve juste à côté du camping. D'accord, je vois. Voilà, donc elle a une vingtaine d'œuvres, là, et donc c'est elle qui était invitée en fait. Et comme elle était invitée, j'avais proposé au président de l'association, Philippe Letellier, qui aime beaucoup mélanger depuis le début d'ailleurs les livres et les arts et la littérature avec les arts plastiques. Exactement. Donc je lui ai proposé lui dire s'il a envie, je peux venir avec quelques livres, faire des dédicaces, discuter. C'est des choses très simples. Et il a dit banco, et puis voilà. Et puis vous avez un amiral d'histoire aujourd'hui qui va faire aussi des dédicaces vendredi, samedi, dimanche. Alors moi je ne serai pas installé à l'Artothèque, je serai à la librairie éphémère. Comme de juste, on vend des livres, donc on va à la librairie. Voilà. Qui est dans l'espace François Simon. Exactement, qui sera dans l'espace François Simon. Voilà. Et alors justement, puisqu'on parle de vos livres, alors on a parlé des 2 livres, il y en a eu d'autres depuis ou... C'était 2024, c'était récent. Oui, c'est ça. Il est sorti en octobre. Le prochain sortira en avril 26. Voilà. Donc il est déjà bien commencé ce ne sera pas un roman. Ce sera un beau livre fait avec un illustrateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean-Benoît Héron, ce sera une histoire de la marine. En fait, ça va être le titre potentiel, on n'en est pas encore totalement sûr, c'est ces bâtiments qui ont écrit l'histoire de la marine. Ça va être une histoire de la marine vue à travers les bâtiments célèbres, c'est-à-dire à la fois les bateaux, mais aussi les architectures célèbres. Voilà, une manière de regarder l'histoire à travers un certain nombre d'objets fondamentaux pour la marine. Voilà, donc un beau livre qui va sortir chez Glénat. Voilà, en avril, peut-être mars 26. Voilà, l'objectif c'est qu'il sorte un peu de temps avant le Salon du Livre de Paris. Et pas de livre avec votre femme, peut-être un jour? Alors, mon épouse, elle a déjà une monographie, donc, elle a aussi des livres. Elle s'appelle donc Odile Guichard. Donc, elle a pas de nom d'artiste? Non, on est assez simple. Oui, vous êtes très simple, chacun son nom. Voilà. Et donc, on peut trouver ces livres aussi, Odile Guichard? Oui, ils seront à la fois à l'Artothèque et aussi à la librairie éphémère. Alors, il n'y en aura pas non plus beaucoup. Il va falloir vite se les arracher parce que je crois qu'elles risquent de vite arriver en rupture. Et alors, vous me disiez tout à l'heure en micro que vous allez participer aussi à des festivals dans le coin? Ah oui, bien sûr. Ça m'arrive assez fréquemment. Ne serait-ce que... bientôt, là, il va y avoir les étonnants voyageurs. Voilà, c'est le week-end de la Pentecôte, où je serai aux étonnants voyageurs sur le stand de mon éditeur. Donc voilà, j'en serai ravi. Et puis après, la semaine suivante, d'ailleurs, mon épouse sera aussi en exposition à Ars-sur-le-Fil à Alençon. Donc ça reste la Normandie, même si c'est un petit peu plus loin que la presqu'île du Cotentin. Alençon, et d'ailleurs c'est d'autant mieux que c'est une exposition qui s'appelle Ars sur le fil. Bah oui, et Alençon, c'est la oui. capitale de la dentelle, et mon épouse fait de la broderie. Donc tout ça tombe sur le sens. Et vous serez avec vos livres aussi, et à Ars sur le fil, non, moi je serai à ce moment-là à Vannes. Ah oui, à Livre-Vannes. Voilà. D'accord.
Et puis peu de temps après, au mois début juillet, j'ai une autre intervention importante au festival Nautilus, qui est le premier festival du film sous-marin, qui aura lieu à Cherbourg du 4 au 6 juillet. Voilà, donc vous pourrez me retrouver aussi, après Saint-Malo, vous pouvez me retrouver dans la région, c'est certes un petit peu plus loin. De chaque côté de la baie du Mont-Saint-Michel, on peut dire. Voilà, exactement. Et alors vous nous parliez tout à l'heure des 400 ans de la marine qui seront célébrés en 2026. Alors pourquoi les 400 ans? C'est un petit peu compliqué de définir quand est née une marine. La marine elle-même. Existé, non? Alors oui, il y a toujours eu des bateaux, et toujours eu des bateaux de guerre. Du temps de César, les Vénètes, pour ne citer que, les tribus gauloises du côté de Vannes luttaient sur mer contre les flottes de César. Donc on voit bien que ça date de... On dit même que Granville, c'était déjà Oui, et il y a eu toujours des activités maritimes, mais pour autant, la France en elle-même, elle n'a eu de frontières maritimes qu'en 1204 avec le rattachement de la Normandie. Avant, il n'y avait pas de frontières maritimes au Royaume de France. Dans le Nord, non? Non, c'était pas la France. Ça, c'était la Normandie ou c'était à d'autres. Voilà, mais les Flandres étaient autonomes, donc. C'est drôle, alors que la France, c'est quand même beaucoup de mer et beaucoup de bords. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui. Donc 1204, première frontière maritime, vous voyez. Il y avait quand même la Méditerranée. Non, même pas. Ah non, c'était à la Savoie. C'était exactement. Ouais. Vous aviez d'autres royaumes. Ah oui, il n'y avait pas du tout. Voilà. Ouais. Donc le royaume de France, première frontière maritime en 1204. Et puis après, en fait, il y a toujours eu un peu des bateaux, mais c'était plutôt des flottes de circonstances, etc. En fait, il y a une bascule, je pense, politique qui s'est produite avec l'arrivée de Richelieu au pouvoir et celle de Louis XIII, qui va de pair avec la centralisation de la France, en fait. C'est né un petit peu ensemble. Et donc, on a fait le choix de dire, cette bascule-là, on va l'appeler la naissance de la marine, de ce qu'elle est aujourd'hui, du concept marine nationale. La marine nationale, c'est plus qu'une armée de mer. C'est aussi ce qui fait la police en mer. Elle a un rôle un peu de gendarme, si vous voulez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des préfets maritimes, et ces préfets maritimes sont aussi des amiraux. Ils ont le rôle de préfet, au même titre qu'un préfet sur Terre. Sauf qu'eux, ils exercent leur pouvoir en mer. Et donc, ce phénomène un peu de vision globale de la mer naît en fait avec Richelieu, plutôt et donc on a fait le choix d'un acte qui s'appelle l'édit de Saint-Germain de 1626 pour déterminer cette année-là, mais ce qui nous intéresse, c'est pas tellement de faire une commémoration. En fait, on s'en fiche un peu de cette date. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'état d'esprit qui est véhiculé par tout au long de ces 400 ans d'histoire, avec 4 périodes clés, on va dire. La première période, 1626, 1643, vous voyez, c'est cette période de la naissance du concept. La période suivante, on va dire, c'est la période de 1750-60 jusqu'à 1789, où là, c'est plutôt la période d'une marine qui devient mondiale, qui fait les grands voyages, les voyages de Bougainville, le voyage de la Pérouse, mais aussi participe à la guerre d'indépendance des États-Unis, à la campagne des Indes, etc. Une marine qui prend une dimension mondiale et qui commence à avoir une influence sur le monde. Puis la troisième période, c'est la révolution industrielle, l'arrivée de toutes ces innovations. On devient une marine extrêmement innovante. On fonde nos premiers grands partenariats avec la marine britannique. La première entente cordiale, c'est 1840. Eux, ils étaient en avance pour la marine. Disons qu'il y avait à la fois le phénomène ilien, il y a aussi le phénomène que la France a 2 frontières maritimes extrêmement éloignées l'une de l'autre, et ça lui a posé de gros soucis tout au long de l'existence de la marine. Oui, et puis il y a eu, on va dire pendant 100 ans, on est parti avec 100 ans de retard dans la conquête du monde, entre guillemets, parce que on avait toutes les guerres de religion qui nous ont posé beaucoup de problèmes.
au moment des grandes découvertes. Et moi j'avais entendu, parce que j'ai de la famille en Australie, que les premiers c'était les Français qui avaient découvert l'Australie et ils se sont fait avoir par bien sûr. Cook après. Bien sûr. Et c'est les premiers à l'avoir découvert. Et puis même plus tard, en 1805, il y a le grand voyage de Baudin qui recense toute la faune et la flore à l'époque en Nouvelle-Hollande, qui en fait deviendra l'Australie. Donc oui, non, on a été des grands découvreurs, mais peu importe tout ça, c'est ce qui compte dans cette affaire-là, c'est plus les idées et ce que l'on véhicule aujourd'hui et qui fait ce qu'on est. Aujourd'hui, la marine française elle est reconnue dans le monde entier. C'est l'une des toutes premières marines au monde, en fait. Est-ce qu'on est les premiers à avoir inventé les sous-marins alors On est les premiers à avoir eu un sous-marin à propulsion mécanique et à l'inscrire dans notre marine. Ensuite, on a été les premiers à avoir un sous-marin électrique avec le Gymnote. Puis après, les premiers à avoir eu un sous-marin à double coque et à propulsion hybride, c'était le Narval construit à Cherbourg. Puis après, donc en fait, on a une histoire sous-marine très très forte. Voilà, la France est une nation sous-marine très importante en fait, et avec d'ailleurs. Je ne sais pas. Enfin, vous le savez. Je pense que le grand public ne le sait pas forcément. Oui, mais c'est pas un sujet fondamental. Peut-être grâce à Jules Verne. Mais c'est vrai qu'on on a même des responsabilités particulières vis-à-vis de l'ONU. Vis-à-vis des Nations Unies dans le monde sous-marin. Parce qu'on a été les premiers aussi à faire des grandes explorations abyssales. Oui, et puis même au-delà de ça, tous les records. Alors on s'est battu avec les Américains pour ces records-là pendant assez longtemps, dans les années 50, 60, mais on était parmi les premières nations au monde. Quand Walt Disney fait son 20 milieux sous les mers, son film, en fait, il vient en France pour avoir des caméramans et des plongeurs français. Tout ce que vous voyez, toutes les images qui sont prises... C'était les seuls qui pouvaient le faire. On était les meilleurs au monde aussi sur ce sujet-là, même sur... D'ailleurs, il y a un film assez fabuleux dans les archives de l'INA. C'est un film qui s'appelle Travailleurs sous-marins, où les 7-8 premières minutes, on voit le Ruby, un sous-marin célèbre de la Seconde Guerre mondiale, faire une plongée, et le commandant Cousteau sortir du Ruby d'ailleurs en immersion. C'est assez fabuleux, mais les 7-8 dernières minutes, c'est presque un making-of, comme on les appellerait aujourd'hui, de 20 milieux sous les mers. On voit que Walt Disney vient en France et fait ses prises de vue en fait en Méditerranée, parce que c'est là où il y a les spécialistes de la plongée et de la prise de vue sous-marine. Voilà. Donc même le film 20 milieux sous les mers de Walt Disney, il est un peu français. Il faut dire ça, Donald Trump, quoi. Il nous doit beaucoup quand même. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On apprend beaucoup de choses et je pense qu'on apprend encore plus dans vos livres. Et donc, on a vu qu'on pouvait vous retrouver à plein d'endroits. Et surtout à Carole, au Ludion. Voilà, venez nombreux. Voilà, ça sera passé quand on va être diffusé. C'est pas très grave. Voilà, mais on aura un souvenir, ils viendront l'an prochain. Et ils viendront l'an prochain. Et vous viendrez peut-être ou vous reviendrez peut-être. Peut-être. Vous n'êtes pas très loin. Ouais. Alors, pour se quitter, un choix musical. Alors, c'est vrai que sur la mer, on a beaucoup de choses, mais enfin... à commencer par Debussy, La mer, ou Ravel, Miroir d'eau, des grands morceaux de musique classique que j'invite vos auditeurs à écouter, peut-être. Voilà, parce que c'est des morceaux vraiment magnifiques. Est-ce que vous avez écouté déjà La mer? Vous vous souvenez de ce morceau de musique? Il est fabuleux. Ouais. Il est fabuleux. Ouais. Franchement, on sent à la fois les vagues de temps en temps, l'accalmie, la tempête. Il nous emmène partout à la découverte de ce que on peut ressentir des fois en mer, comme on est petit face aux éléments. C'est un spécialiste qui nous le dit, donc on écoutera Debussy, La mer. Voilà. Merci beaucoup François Guichard. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée.